À peine était-il sorti de l'ornière de l'ajustement structurel autour de 2006-2009, bon nombre d'États africains s'étaient donné de grosses et grandes ambitions, ponctuées notamment par l'émergence, 2020 par-ci, 2035 par-là, 2025 également, a-t-on entendu parler. Donc l'échéance, pour certains, c'est devant nous. Sauf que la réalité empirique demeure désagréable. Pour ne pas en dire plus, on en est même à se dire aujourd'hui qu'en fait, personne, en tout cas aucun de ces États véritablement n'atteindra ses objectifs. Comment cela est-il possible? Pourquoi l'écart entre la parole, entre ce qui a été dit, ce qui a été annoncé, les promesses qui ont été vendues et la réalité demeure si grand? Pourtant, il y a dans notre planète, dans un continent, le continent asiatique, des exemples où la parole a donné lieu à l'action, à l'atteinte de l'objectif. Dans le cadre de ce programme, chers téléspectateurs, nous avons parlé des 4 dragons d'Asie et nous avons choisi de nous arrêter sur l'un d'entre eux, Singapour notamment, un pays où il y a eu un miracle économique. En 30 ans seulement, ce qui avait été promis a été réalisé. Un gros marécage d'environ 719 km² s'est transformé en un jardin. D'ailleurs, on traite aujourd'hui Singapour de pays jardin. C'est un Eldorado. C'est pratiquement, dit-on, les économistes le disent, le deuxième plus grand port au monde après celui de Shanghai en termes de flux commercial. Comment cela a-t-il été possible? Grâce à un homme, Lee Kuan Yew, c'est son nom. Et vous l'avez remarqué, chers téléspectateurs, j'ai 2 ouvrages devant moi. Ils sont particulièrement volumineux, qui font office, en réalité, de testament qu'il a laissé à son pays et même à l'humanité, de Singapore Story et From Third World to First, de Singapore Story 1965-2000, pour ne pas dire en anglais. Nous allons parler de Singapour, nous allons parler de cet homme. C'est vrai, comme annonce, certains de mes compatriotes m'installent dans un an dans un fauteuil présidentiel, mais je suis encore là, chers téléspectateurs de Vox Africa, et toujours entouré dans le cadre de ce programme passionnant d'intelligence que je mobilise, ou que l'équipe à la vérité mobilise. C'est d'ailleurs le lieu de saluer Violette Massouci pour l'excellent travail qu'elle accomplit. Cette équipe est donc autour de moi. L'un d'entre eux, vous le connaissez très bien, je vais achever par lui, mais l'autre, vous l'avez moins vu ces derniers temps. Je vous le présente maintenant. Professeur Mono Ndiana, merci d'être là. Merci de l'invitation. C'est nous qui sommes heureux de vous avoir. On vous appelle, on va parler de Singapour, on va parler de l'Asie. Pour ceux, mais je présume que beaucoup vous connaissent déjà, vous êtes un philosophe camerounais, vous êtes enseignant, non pas titulaire, mais déjà émérite de philosophie. Vous êtes auteur de près d'une trentaine d'ouvrages, une vingtaine d'essais philosophiques, une dizaine de littératures. D'ailleurs, j'ai pu me rendre compte que vous avez beaucoup publié dans le théâtre. Le roman et autres, je ne parle pas d'articles coécrits ou de publications dont vous êtes co-auteur. Et vous avez beaucoup travaillé sur la politique, notamment la politique camerounaise. Vous avez écrit sur Paul Biya notamment, les proverbes de Paul Biya. J'ai été secrétaire à la communication et à la culture. Du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun depuis une éternité, j'ai envie de dire. Mais depuis vous avez son existence. Depuis son existence, peut-être même avant. Vous avez publié, je le disais tantôt, sur Paul Biya. Les proverbes de Paul Biya, c'était en 1997, mais bien avant. Vous avez publié, je crois, en 85, l'idée sociale de Paul Biya. L'idée sociale chez Paul Biya, oui. Chez Paul Biya. Oui. En 87, pour comprendre le libéralisme communautaire, c'était en 88, c'est-à-dire un an après la publication. C'était des conférences de vulgarisation, quoi. Voilà. Des rassemblées. Surtout, vous avez fait des travaux scientifiques, notamment votre thèse de doctorat, et puis plus tard, d'ailleurs, ça fait l'objet d'un essai philosophique que vous avez publié, la philosophie du Juche. Oui, ça s'appelle Révolution et création. Oui. Comment à partir de la révolution, en changeant les choses qu'il faut changer, on arrive à créer une société nouvelle. Voilà, et c'est cette philosophie d'ailleurs qui a provoqué la transformation de la Corée, notamment. Oui. C'est d'ailleurs toujours le cas en Corée du Nord. Et c'est pour cela que vous êtes là, parce que vous êtes fortement imprégné de la culture asiatique. Vous avez travaillé sur la Corée du Nord. D'ailleurs, j'ai toujours envie de vous demander, c'est un pays particulièrement fermé. Comment vous avez pu vous y rendre, puis y travailler? D'ailleurs, votre essai politique consacré à cette philosophie du Juche a été publié en plusieurs langues. Oui. Et je crois même que c'est enseigné aujourd'hui en Corée du Nord. Oui, j'avais fait des conférences là-bas, mais pas enseigné en tant que tel. J'avais fait ce qu'on appelle des présentations, quoi. Oui. J'avais connu la Corée du Nord
à partir de l'ambassade de Corée du Nord qui était ici à Tchinga. Je dirigeais un journal qui s'appelait en ce moment-là Objectif. Et des gens de l'ambassade de Corée du Nord. Ben, on apprend maintenant que vous avez dirigé un journal aussi. Ils sont entrés dans mon bureau, me demander si je pouvais publier quelque chose qui concerne la Corée. Bon, alors chaque fois, ils apportaient un article, souvent mal traduit et mal écrit. On remettait en bonne forme avec la photo de Kim Il-sung. Et à partir de ce partenariat, ils m'ont proposé un jour d'aller au Nigeria participer à une conférence sur l'éducation en Afrique. J'ai accepté volontiers, j'ai présenté le texte, et à partir de là, je suis entré dans ce qu'on appelle le cercle africain des idées du Djouchi, avec des spécialistes de tous les pays, de Madagascar, de partout. On se rencontrait régulièrement avec des professeurs de la Sorbonne. Edmond Jouve, par exemple, que les juristes d'ici peuvent connaître, l'ami du ministre Oulan Joseph et de Kontchou, Komini, à qui il envoyait souvent un bonjour quand je passais à Paris. Deux grands maîtres, l'un de droit et l'autre de oui, sciences alors, politiques. Et même Edmond Jouve, je l'ai invité ici à venir faire une conférence sur le Djouchi, à une classe de philosophie que j'avais. C'était malheureusement en 91, je crois. Alors, il est arrivé et je lui ai indiqué où se trouvait l'université. Avant, il est allé à Ekounou. Enfin, je voulais lui dire de venir à côté du lycée Leclerc. Il y avait le département de... J'ai commis l'erreur de lui dire là où l'ancienne université avait commencé. Or, le chauffeur de taxi savait que l'ancienne université avait commencé à Ekounou. À l'autre bout de la ville, carrément. C'était le camp des gendarmes. Oui, Il est arrivé là-bas, on l'a arrêté, on l'a pris pour un Marocain. Alors qu'il voulait venir faire une conférence, je suis allé voir le chancelier, Oulan Joseph, qui connaît bien Edmond. Je lui ai dit, on a déjà arrêté Edmond Jouve. Il est là-bas, écoute-nous. S'il te plaît, faut faire quelque chose. Alors, il a sorti Edmond Jouve de là, il est quand même venu finir sa conférence tranquillement. Donc, c'était fortuitement que je suis en liaison avec la Corée du Nord. J'ai donc appris à aller là-bas et j'ai vu que leur texte qui était mal présenté avait un fond en relation avec le développement d'un pays sous-développé. J'ai donc entrepris, moi, de réécrire ça dans un français, disons, lisible, dans une langue qu'on peut lire dans une université occidentale. C'est ça qu'ont consisté à peu près mes travaux de thèse. Ils ont tant et si bien aimé les travaux que j'ai présentés qu'ils m'ont invité et allé soutenir ça en thèse d'État dans leur académie. C'est ce que j'ai fait en 90. Donc, j'étais le premier étranger à soutenir une thèse réelle. Et j'ai dit à ces gens-là, je ne peux pas aller seul parce que je connais bien mes Camerounais. Si je reviens avec un doctorat de Corée, ils diront que c'est un doctorat honoris causa. On dit, tu veux venir donc avec qui? Je dis, avec un chef de mon université. J'ai donc choisi d'aller avec mon chef de département qui peut contrôler les enseignements. Je suis donc allé, j'ai fait le voyage avec le ministre Ndouapi, il n'était pas ministre à l'époque, il était, je crois, secrétaire général du ministère, quelque chose comme ça. On est allé en Corée du Nord. Il a assisté sur le sol. Il y avait un autre Africain, Oleko Okombo du Zaïre, qui assistait à la soutenance, et Ndoua. Et puis les universitaires français comme Edmond Jouve ou Pierre Boudot, qui a d'ailleurs préfacé la thèse par la suite. Donc ça a bien marché. Et là-bas, la thèse d'État porte bien son nom, parce que c'est l'État qui vient vous conférer la thèse. Kim Il-sung ne pouvait pas se déplacer en personne. Il a envoyé le vice-président du Conseil, qui est venu avec des, comment on appelle ça, des sirènes, avec sirènes, pour venir me décerner la thèse d'État, en tant que tout premier candidat étranger à travailler chez Pas eux. seulement africain, mais étranger. Étranger, À oui. soutenir une thèse d'État en Corée. Oui, j'ai eu le droit de discours d'éloge des universités du monde entier. Dino Fioro de l'université de Padoue, doyen honoraire de l'université de Padoue, l'université dans laquelle avait étudié Galileo Galilei. Donc c'était pas une petite université. Alors vous avoir dans ce programme, ce sera sans nul doute un régal parce que nous en apprendrons davantage. Lui, je ne le présente plus, chers téléspectateurs de Vox Africa et de ce programme, vous le connaissez bien, c'est le docteur Simo Diom. Alors, déjà, bonsoir docteur. Bonsoir Cabral. On a l'habitude de se saluer dans le cadre de ce programme. Avec vous, nous allons dans le vif
du sujet. Nous allons parler de Singapour et vous, particulièrement, vous avez été marqué par le leader, en quelque sorte, le porteur de vision du miracle économique singapourien, Lee Kuan Yew. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet homme, l'auteur de ces 2 tomes que j'ai, en fait, son testament que j'ai devant moi? Et c'est d'ailleurs, je dois préciser que c'est très difficile de l'avoir à partir de l'Afrique. Et je ne veux pas dire comment je les ai obtenus, mais nous les avons quand même. Parlez-nous de cet homme, justement, puisqu'on parle, lui, il parlait tout à l'heure de la philosophie du Juche. Singapour, ce que Singapour est devenu, c'est un homme. Tout à fait. Le miracle économique de Singapour est très spectaculaire. Et tous ceux qui s'y intéressent sont obligés d'aller jusqu'au bout du questionnement. Ils doivent dépasser la première explication qui est une explication géographique. Parce qu'il est très facile de dire que Singapour est situé dans le détroit de Malacca et que depuis 1869, avec la construction du canal de Suez, le commerce entre l'Europe et l'Asie est moins pénible parce que par le passé, il fallait contourner le continent africain, passer par le Cap de Bonne-Espérance et ça prenait beaucoup de temps. Alors les bateaux depuis 1869 passent directement par le canal de Suez et rallient l'Asie du Sud-Est. Et Singapour est situé dans le détroit de Malacca et c'est pour cette raison que la première décision de Lee Kuan Yew a été de faire du port de Singapour le centre névralgique des échanges entre l'Europe et l'Asie. Donc c'est le premier secret du miracle économique de Singapour. Réussir le pari de faire d'un entrepôt un port qui va devenir le 2e port au monde après le port de Shanghai. Vous l'avez vous-même rappelé tout à l'heure. Donc, mais ça c'est une explication géographique, c'est une explication technique. Il faudrait aller au-delà de cette explication parce que n'importe qui, à la place de Lee Kuan Yew, n'aurait pas nécessairement eu cette intuition. Alors nous nous intéressons à ce qui a motivé cette intuition. Pourquoi Lee Kuan Yew a-t-il réfléchi de la sorte? Après avoir positionné Singapour comme un port pour les échanges, il a ensuite procédé à la spécialisation dans le domaine de l'industrie de la puce informatique. C'est ainsi que Singapour est devenu le premier fabricant mondial de la puce informatique. Ça, c'est encore une décision sur le plan opérationnel. Mais nous aimerions également savoir comment et pourquoi il en est arrivé à diversifier l'activité de son pays en sortant des exportations pures et simples. Pour rentrer dans le domaine de l'informatique, aujourd'hui, Singapour est le numéro 1 en matière d'éducation, notamment dans la filière des mathématiques, le numéro 1 en matière de lutte contre la corruption. Singapour est le numéro 2 ou le numéro 3 en matière de bien-être de citadine. Et Singapour caracole au sommet de tous les classements. La question donc c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc tous ceux qui se sont intéressés à ce miracle ont été obligés d'admettre au bout du rouleau qu'il y avait une vision et que cette vision était le fait d'un homme. Et cet homme c'est Lee Kuan Yew, qui est le descendant, qui est à partir de la 3e génération des immigrants chinois partis de la province du Guangdong dans l'est de la Chine et qui est arrivé dans cette petite île située dans le détroit de Malacca et qui est mort le 23 mars 2015. Il avait 91 ans. Il a dirigé son pays pendant 31 ans, entre 1959 et 1990. Et quand il a démissionné en 1990, il est devenu senior ministre, donc une espèce de conseiller du gouvernement. Et ce qui est très important, c'est que quand il est mort en 2015, il y a eu un concert de louanges. Même ses ennemis ont reconnu en lui des talents de visionnaire, des talents de leader, un homme déterminé, un homme qui avait une vision, qui ne reculait devant rien. Et on a même vu Margaret Thatcher aller jusqu'à dire de son vivant, « He was never wrong ». Mais il n'avait jamais tort. Justement, puisque vous en parlez, vous l'avez bien compris, chers téléspectateurs, si nous avons choisi de parler de Singapour, c'est qu'en fait, il faut bien que l'Afrique s'inspire de quelque chose. Peut-être l'inspiration occidentale, c'est peut-être là le problème. On a fait une émission ici sur l'identité africaine et on a choisi de parler de Singapour. Et qui dit Singapour, dit donc son leader. Et nous avons choisi effectivement d'entamer cette émission par la question du leadership. Est-ce que c'est peut-être le leadership qui pose problème en Afrique? Alors voilà donc
ce que, puisque tu as cité Margaret Thatcher tout à l'heure, alors voilà ce qu'elle dit. Margaret Thatcher a été Premier ministre britannique de 79 en 90, je crois. Elle dit, je vais lire en anglais, « In office, I read and analyzed every speech of Harry's. He had a way of penetrating the fog of propaganda and expressing with unique clarity the issues of our times and the way to tackle them. He was never wrong. » Vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'a dit George Bush, président de 89 à 93, George Bush père? Lee Kuan Yew is one of the brightest, ablest men I have never met. The Singapore story is a must-read for people interested in a true Asian success story. From this book, cet ouvrage, we also learn a lot about the thinking of one of these centuries truly visionary statesmen. Ça, c'est quelques témoignages, il y en a plusieurs comme ça. Je voudrais vous lire peut-être un dernier, celui de Jacques Chirac, président français à partir de 1995, on connaît l'histoire, elle est plus récente. For a country to rise from the threshold of subsistence to one of the highest living standards in the world in 30 years is no common achievement. Mr. Lee has gathered around him the most brilliant minds, transforming the most exacting standards into a system of government. Alors, question, professeur Hubert Monondiana, le problème de l'Afrique, c'est le leadership. Vous qui avez travaillé sur le leadership nord-coréen, on aurait dû s'inspirer de l'Afrique, de l'Asie, de ces exemples-ci, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, je crois que le problème de l'Afrique, c'est les hommes, des hommes volontaires. Ce n'est pas les hommes dans la démographie, nous l'avons. Nous avons des individus, nous avons la populace. Nous avons des intellectuels. Mais nous n'avons pas un vrai peuple, un peuple volontaire. C'est ça qui nous manque. Il faut avoir une vision, pas des rêves lunatiques. Il faut savoir où est-ce qu'on va. Il faut avoir une équipe pour y aller, une stratégie et des tactiques quotidiennes. Tout cela nous manque. Nous avons des hommes qui ont des nominations, c'est bien gentil, mais que font-ils au quotidien? Quel est le plan de chacun en se levant? Ça manque. Il faut qu'une direction ait été tracée avec une destination. Et à ce moment-là, on mobilise les gens pour la longue marche. L'Afrique n'a pas connu la longue marche. L'Afrique fait la politique du hasard au petit bonheur, la chance. Bon, il y a quelques exceptions. Avec ce qui arrive, il y a eu quelques exceptions, mais aujourd'hui, communément en Afrique, je ne vois pas où se trouve une véritable vision. Il y en a qui se font la guerre passer par là. Au Cameroun, même d'autres veulent déjà faire la guerre pour imiter les autres. Où est la vision? En Asie, les gens savent d'où ils viennent et où est-ce qu'ils vont. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir? Nous récitons des doctrines, mais sans passer à l'acte. Nous avons par exemple l'opération Épervier. Mais qu'est-ce qu'on fait avec C'est l'opération de lutte contre la corruption au Cameroun. Voilà, c'est notre manière de lutter contre la lutte au Cameroun. Mais malheureusement, on s'aperçoit que quand on prend quelqu'un en flagrant délit, c'est bien gentil, la justice n'a pas encore tranché, les juges n'ont pas encore enquêté, il n'y a pas eu une bonne défense, on ne peut pas arrêter. Nous faisons du juridisme face à des cas de flagrant délit. On continue à faire du juridisme. Vous voyez, les journaux, chaque matin, nous montrent des gens qui ont volé. Quelqu'un qui gagne 280 millions en frais d'émission chaque année. Ça ne dit rien à personne. Et à côté de ça, il y a des gens qui meurent à la maternité parce qu'ils n'ont pas l'argent pour entrer. Et d'autres... Ça fait on dit qu'il faut des hommes et qui se mettent en activité. Notre parti, par exemple, un journal qui s'appelle L'Action. Quand vous dites votre parti, c'est le RDPC, le parti au pouvoir. Oui, et le journal s'appelle L'Action. Ça veut dire qu'il invite les gens à passer l'action, il invite les gouvernants à passer à l'action.
et non pas seulement de rester dans le discours. Ou alors il relaie les actions. Bon, or, l'Asie, nous étions au même niveau que l'Asie. Je prends le cas coréen. En 1950, vous connaissez la guerre de Corée. Les États-Unis avaient rasé toute la Corée. À Pyongyang, on me raconte que Pyongyang avait 40 000 habitants et que les Américains avaient largué 40 000 bombes. Donc une bombe par habitant. Ça fait donc qu'à la fin, il n'y avait même pas une pierre où un oiseau pouvait venir se poser. En 50, la guerre de Corée a eu lieu entre 50 et 53. Nous, en 53, on avait notre cacao, notre café et notre coton qui se géraient tranquillement. Le pays n'a pas été rasé. Mais voyez la Corée aujourd'hui, un pays qui a été complètement rasé. La Corée nous vend des voitures. La Corée nous prête beaucoup d'argent. La Corée nous construit des écoles. Et l'autre Corée du Nord, là j'avais fait ma thèse, elle envoie des missiles intercontinentaux. Alors attention, ça veut dire que ces gens savent où est-ce qu'ils veulent aller. Ils le savent parce qu'ils ont mis l'homme au centre du développement. En Corée du Nord, on dit par exemple, le principe fondamental de la philosophie du Juche, c'est que l'homme est maître de tout et décide de tout. Vous n'avez jamais vu l'humanisme poussé à ce point, à un point aussi extrême, la confiance en l'homme. L'homme individuellement et l'homme en tant que masse populaire. C'est sur cette base que qu'il soit capitaliste ou qu'il soit d'obédience communiste comme en Corée du Nord, la valeur d'abord c'est l'homme. Et cet homme-là, il faut qu'il respecte les principes du vivre en commun. Bon, en Afrique, parmi nous, bon, l'homme est là, il fait ce qu'il veut, il s'enrichit comme il peut, il appauvrit le pays comme il peut, mais il est là, il est protégé par des loges, par les systèmes judiciaires, par je ne sais pas quoi. Et alors, où voulez-vous aller avec toutes ces loges qui nous protègent, même si nous volons tout le budget, les loges nous protègent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Merci de poser la question, professeur. Et docteur Simo, je reviens à vous, parce que l'homme dont nous parlons, Lee Kuan Yew, le père du miracle économique singapourien, il a laissé dans ses ouvrages que nous avons devant nous, en fait, un testament, je l'ai dit, dans lequel sont contenues 5 recettes. 5 recettes qui sont à la base du miracle singapourien. Si vous en convenez, on va peut-être les revisiter, oui, ces recettes. Il faut. Alors, on va commencer par le pragmatisme et l'exemplarité du leader. Vous en parlez en quelque sorte tout à l'heure. Parlez-nous-en, docteur Simodjan. Au sujet du pragmatisme, c'est le premier. Commençons par le pragmatisme. Alors, pour comprendre le pragmatisme, il faut remonter à l'époque, alors que Singapour devient un pays indépendant en 1959 et que la Grande-Bretagne lui remet la Constitution et dit « je m'en vais ». C'est un marécage, il n'y a de toute façon rien à faire ici. Nous sommes dans un contexte en fait, en 1959, c'est une sorte de pré-indépendance. Voilà. Parce qu'en fait, elle est consacrée officiellement en 1965. Oui, parce qu'en 1959, Lee Kuan Yew est Premier ministre déjà en 1959. Oui, Singapour devient indépendant parce que Singapour a une constitution. Mais en 1963, Singapour décide de se rallier à la Fédération de Malaisie. Oui. Mais l'expérience, ce mariage sera de courte durée. Et le divorce intervient en 1965. Et c'est la date officielle de l'indépendance d'un pays que nous connaissons aujourd'hui, Singapour. Dans ce contexte-là, nous avions une très grande bataille idéologique. C'est le contexte de la guerre froide. Après la Deuxième Guerre mondiale, Singapour est situé dans une partie du continent asiatique, qui est l'Asie du Sud-Est, qui est entourée, Singapour est entouré par la Corée du Nord et la Chine. C'est des voisins qui sont des grandes puissances communistes. Et l'Amérique a une volonté de contrecarrer l'expansion du communisme dans cette partie de l'Asie, donc de l'Asie du Sud-Est, et veut aider les pays de l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, les Philippines, la Corée du Sud, et puis Singapour aussi, Hong Kong, à se libérer, à combattre le communisme. Et pourtant, dans ces pays, il y a des partis communistes. Donc, il y a un parti communiste à Singapour qui est en intelligence avec le grand parti communiste chinois. Lee Kuan Yew est un anti-communiste patenté.
Parce que Lee Kuan Yew sait que le communisme, il a su très vite, avant tout le monde, que le communisme amenait dans l'impasse. Il n'y aurait jamais de prospérité avec le communisme. Donc il a décidé de combattre le communisme. Et ce n'était pas seulement le communisme qu'il combattait, il combattait également le féodalisme. C'était une autre idéologie, pas très bien construite à l'époque, mais c'était une idéologie de la vieille société aristocratique au sein de laquelle un certain nombre de personnes avaient des privilèges, des faveurs, des honneurs, ne travaillaient pas. Tandis qu'une majorité devait travailler pour engraisser la minorité. Donc ça, ce sont des pratiques qui n'ont pas trouvé l'assentiment de Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, lui, il a préféré le pragmatisme, c'est-à-dire ce qui marche. Je ne ferai que ce qui marche. Vous faites du communisme, je ne suis pas communiste. Vous faites du capitalisme, je ne suis pas capitaliste. Je ne suis pas féodaliste. Je vais essayer des recettes. Si ça marche, tant mieux. Ce qui n'a pas marché ailleurs, je ne les essayerai pas. Si j'ai commis une erreur, je ne reviens pas dessus. Donc c'est à peu près l'extrait du deuxième tome que certainement vous pouvez lire tout à l'heure pour montrer que le pragmatisme de Lee Kuan Yew est la base, la première base du miracle économique. Et ce pragmatisme a inspiré plusieurs autres peuples. Nous nous sommes rendus compte qu'en 1978, Deng Xiaoping a effectué, Deng Xiaoping, le leader du parti communiste chinois, après la mort de Mao, a effectué une visite à Singapour et a appris le pragmatisme. Et c'est sorti de cette visite en novembre 1978 qu'il a pu sortir la grande formule que tout le monde connaît aujourd'hui. Quelle que soit la couleur du chat, l'essentiel c'est qu'il attrape la souris. Donc, c'est ce qui a guidé Lee Kuan Yew tout au long de sa vie. Quand ça marche, il continue. Quand ça ne marche pas, il arrête. Le pragmatisme. On peut dire que c'est opposé à nos politiques de coopération. Parce qu'une fois que vous avez signé les accords bétonnés là, vous ne pouvez plus devenir pragmatiste par la suite. Vous êtes esclave. Vous êtes esclave déjà. Tout à fait. Mais justement, dans son tome 2, justement, de From Third World to First, c'est-à-dire du tiers monde au premier monde, il dit, c'est à la page 758, parce que c'est des ouvrages plutôt volumineux, je vais lire ça en anglais, « I was never a prisoner of any theory. » J'ai jamais été prisonnier d'aucune théorie. « What guided me were reason and reality. » Ce qui me guidait, c'était la raison et la pragmatisme pur. Et justement, professeur, venons-en au cas africain. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il n'y a pas de vision. Qu'est-ce qui nous a empêchés à nous d'être pragmatiques? On peut bien comprendre que dans le pragmatisme, c'est que qu'est-ce que je peux adapter à ma réalité, tout à fait, qui convient à mes conditions, à ma réalité. Oui, vous avez dit tout à l'heure que en partant de Singapour, les Anglais ont laissé une constitution. Ils sont partis. Nous, en devenant indépendants, nous avons été amenés à signer des conventions, de coopération, des accords de coopération. C'est très différent. Donc on ne va pas le laisser à nous-mêmes. On nous aurait abandonnés à nous-mêmes. Peut-être aurait-on été tenté par le pragmatisme. Singapour s'est cherché. D'abord, ils sont allés en Malaisie, voilà. Et puis même là-bas, on les a refoulés. Ben, ils ont dû se prendre en charge. Au centre du thème, quand ça n'a pas marché, ils ont cherché ailleurs. Ce n'est pas le cas de l'Afrique. L'Afrique est soit rivée à la France, soit rivée à l'Angleterre, soit complètement dominée par des ex-norvégiens, n'est-ce pas? Donc, nous n'avons pas eu les mains libres au départ. Et le guide a continué, le tuteur a continué à nous promener sur les routes de notre développement en nous tenant la main. Dans quel sens voulait-il nous amener? Je ne sais pas. Quand j'avais été en Corée, avec les professeurs de l'académie, ils m'avaient posé la question, est-ce que vous avez une école de prospecteurs là-bas chez vous? Vous savez, c'est une question un peu compliquée. Qu'est-ce que je pouvais dire? Il n'y a pas d'école de prospecteurs. Je dis, bon, ben, il y a quand même des sociétés qui prospectent pour nous. Il y a ESSO, il y a Shell, il y a Total, des gens qui font la prospection pour nous. Nous, on dit, monsieur Mono, un pays étranger ne peut jamais prospecter pour vous. Nous avons des écoles de prospection ici. Envoyez-nous vos étudiants.
On a fait la prospection. Bon, ce que je pouvais faire, je ne pouvais pas faire un rapport, ce n'était pas une mission officielle. J'ai donc publié un petit livre qui s'appelle Regard sur la Corée. En racontant ce que j'avais eu comme conversation et tout, ce que ces gens me suggéraient. Je mettais tout ça par écrit pour que ça marche. Arrivé ici, au lieu de lire le livre, ils ont dit il a écrit déjà sur Kim Il-sung. Il écrit déjà sur Kim Il-sung. Voilà la réaction du Camerounais. Il a écrit sur Kim Il-sung, crime abominable. Alors ils ont fait arroz sur le baudet. Ouais. Et nous en sommes là. Donc, finalement, cette expérience, vous n'avez pas pu la partager véritablement. On ne peut pas la partager ici. Parce que ici, nous sommes foncièrement capitalisme. On avait pris la voie du capitalisme libéral. C'est-à-dire la voie de l'enrichissement des individus. On prend quelques individus, on les enrichit, on les installe dans des positions d'enrichissement qui se reproduisent, comme dirait Bourdieu. Tout à fait. Et la classe se reproduit de père en fils. Disons oui, docteur. Pour dire des choses de façon un peu moins polie, je crois que c'est du néo-féodalisme. Ce n'est pas tellement du capitalisme, c'est-à-dire une catégorie, une petite minorité de personnes qui ont toutes les ressources à leur disposition, qui en disposent et qui ne rendent compte à personne dans la société. Ce n'était pas tellement du capitalisme. Et pour dire à quel point Lee Kuan Yew était opposé aux idéologies, il faut voir que le prisonnier qui a passé le plus de temps en prison, ce n'est pas du tout Nelson Mandela, c'est Chia Tsepo, c'était le dirigeant du Parti communiste singapourien qui a été arrêté en 1963 après une manifestation en compagnie de 117 autres communistes. Il est resté en prison entre 1963 et je crois il a passé 32 ans en prison. D'abord 27 ans en prison et ensuite je crois 9 ou 10 ans. Ça veut dire qu'il a été libéré autour de 1990 ou 93. 32 ans, il a passé 32 ans en prison, donc il est resté plus. Donc en fait, il n'est sorti de prison que lorsque Lee Kuan Yew avait démissionné. Et chaque jour, Lee Kuan Yew allait en prison le voir, au moins 1 ou 2 fois par an. Est-ce que vous renoncez au communisme parce que le communisme va nous mener à l'impasse? Il dit, je ne renonce pas au communisme. Il dit, bon, je reviens dans 2 ans, vous allez rester en prison. Il est resté en prison aussi longtemps que Lee Kuan Yew est resté au pouvoir. Et je crois que Lee Kuan Yew savait déjà, longtemps avant tout le monde, que ce n'est pas les idéologies qui développent les pays, que c'est des stratégies. Donc, vous utilisez les idéologies, vous les manipulez, vous en faites ce que vous voulez en fonction de vos spécificités culturelles, en fonction de ce que vous êtes et ce que vous voulez, la vision, où est-ce que vous voulez aller. Donc Lee Kuan Yew avait compris ça très longtemps avant. Et ce n'est pas seulement le communisme qu'il combattait. Il combattait également le capitalisme dans sa version sauvage, qui est une compétitivité à visage non humain. C'est-à-dire ce néo-féodalisme qui va faire en sorte que les uns s'enrichissent et que les autres s'appauvrissent éternellement. Singapour, pour la petite histoire, est constitué à 77% de Chinois, à 13 ou à 14% d'Indiens, et à peut-être 9% de Malais. Donc, il fallait très bien comprendre que si jamais Lee Kuan Yew laissait les Chinois être entreprenants, être industrieux, il pouvait à la longue étouffer, voire vassaliser les autres, les Malais, qui l'étaient moins. Donc, ce n'est pas la compétitivité pure. Donc, ce n'était pas le capitalisme dérégulé. Lee Kuan Yew s'arrangeait pour que la société soit dans un pragmatisme qui soit également une sorte d'équilibrisme entre la compétitivité et la solidarité. Un pragmatisme équitable. Tout à fait. En quelque sorte. Ah ben, il n'est pas tard pour l'Afrique. C'était la première recette, le pragmatisme. Et ça nous permet de passer à l'autre, puisque vous avez beaucoup parlé du leadership tout à l'heure. Parce que l'une des portes d'entrée de tout ce qui se passe en Afrique, ben, c'est bien le leader. Et l'une des recettes, justement, de Lee Kuan Yew, c'est l'exemplarité du leader. Alors, Dieu sait à quel point vous avez travaillé sur un leader africain qui est d'ailleurs toujours au pouvoir. Paul Biya, je le rappelais d'antan, vous lui avez consacré 3 ou 4 ouvrages à lui tout seul. Quel regard vous posez justement sur le leadership africain, le leadership politique? Là, il ne s'agit plus des hommes dans leur globalité, mais de ces quelques hommes-là qui ont eu la chance ou la grâce de diriger les autres. Oui, à l'avènement de Paul Biya en 82,
j'avais beaucoup cru... J'étais tellement passionné par le personnage que lorsqu'il faisait sa prestation de serment au Palais de l'Unité, j'étais mal habillé, j'avais un costume de demi-saison ce jour-là. J'ai quand même tenu à me rendre à la présidence. Bon, je suis arrivé avec quelques retards parce que j'avais une course à faire. J'ai levé des cochons à l'époque. Je suis allé chercher la nourriture à la cité universitaire pour mes cochons. J'ai mis dans la malle arrière. Ensuite, j'ai foncé à la présidence. Je suis donc arrivé avec quelques retards. Nous sommes en 82. 82, novembre 82. Alors, je laisse la voiture, je cours, je monte. Et la garde qui était là m'avait ouvert la porte spontanément. Je suis entré. Je courais comme quelqu'un qui était invité ou convoqué comme ça. Bref, je montais. Et les gens m'ont dit, j'ai demandé c'est où? Ils m'ont dit là, la petite porte du rez-de-chaussée. Et quand je m'en vais, pour appuyer sur le bouton d'ascenseur, l'ascenseur s'ouvre tout seul. Et c'est le président Aïdjo qui manque de tomber sur moi. Je m'écarte rapidement. Le président sortant. Le président sortant, je m'écarte rapidement. Il était suivi du président Biya, le président entrant. Moi, je me suis, sans savoir pourquoi, je me suis engouffré derrière eux avant le garde du corps. J'ai assisté à la poignée de main, la passation, bonne chance et tout ça. Et puis, ça n'a pas duré une minute. Il a tourné les talons pour remonter et je me suis de nouveau écarté. Le président Biya est monté tout seul. Après quelques instants, j'ai aussi appuyé sur le bouton là. Enfin, je suis monté au 3e étage. Je ne savais pas ce que moi je cherchais. J'étais fasciné par un changement d'homme. Je croyais que c'était un moment historique. Et peu de temps après, on attendait. Le président Biya est entré dans la salle. Suivi tout de suite de, je ne sais pas comment on appelle le grand chancelier des ordres, qui avait un cordon. Il voulait mettre sur quelqu'un. Biya a donc pris. Le président Biya a pris, il a mis lui-même. Et là, tenez-vous tranquille, j'ai eu une frappe dans le dos. Qu'est-ce que vous attendez pour aller féliciter le président? Alors il dit, j'y suis allé un peu trop loin. Là, je ne peux pas aller saluer, féliciter le président parce qu'il va se demander qui je suis. Je me suis écarté. D'autant plus qu'à l'époque, il y avait un ministre de la Lèque qui était là. Imaginez qu'un homme de la Lèque aille féliciter le président avant le ministre attitré. Je me suis reculé prudemment. Donc, véritablement, ça m'avait fasciné, l'homme. J'ai donc cru à son discours pendant la prestation de serment. Il avait dit qu'il voulait faire un non-alignement. J'entends un non-alignement authentique. Je poursuis dans la coopération, j'entends une coopération libérée. Alors quand il a dit j'entends, ce redoublement m'a donné l'impression que ce type était vraiment déterminé. J'ai dit, bon, voilà un homme que je peux appuyer. Et ça a justifié... Je lui ai donc écrit que j'aimerais faire un livre pour vous aider quand vous serez candidat à la présidence en 85. J'ai reçu la réponse de Bebadon, qui était cabinet civil. Il dit, le président a vu votre livre, il ne voit aucune objection à ce que vous fassiez ce livre. Donc pour moi, j'avais l'autorisation qu'il fallait. J'ai donc écrit l'idée sociale chez Paul Biya, qui est sorti effectivement peu avant la campagne électorale de 85. Et c'est sorti. Bon. Plus de 30 ans après. Bon, alors, je n'ai pas fini de vous dire ce qui m'avait fasciné aussi dans le discours, la rigueur et la moralisation. Ça ne peut pas ne pas frapper un intellectuel sérieux quand un leader vous annonce une politique de rigueur et de moralisation. Parce qu'en fait, c'est de ça que souffrait l'Afrique. C'est de ça que continue à souffrir l'Afrique aujourd'hui. Je me suis donc dit, il faut soutenir cette idée. Il faut l'encourager. Dans mon milieu intellectuel, chacun travaille dans son terrain. Les agriculteurs peuvent faire la rigueur là-bas. Moi, ma façon de faire la rigueur, c'est d'écrire dessus des textes, de faire des enseignements d'éthique et de morale politique, etc. Voilà pourquoi je me suis engouffré dans ce chemin-là. Bon, malheureusement, avec le coup d'État de 84, le coup d'État manqué. Bon, beaucoup de choses ont changé. Je crois que peut-être le président s'est renfermé sur lui-même, il est devenu plus circonspect.
Et avec moins d'ouverture, je crois que ça a changé l'homme. Ça a changé l'homme. Et du coup, ça a même changé aussi un peu la politique. C'est-à-dire, et les gens se sont engouffrés dans cette no man's land. Ce nouveau changement. Voilà, la rigueur n'est peut-être plus de rigueur. Ni la moralisation non plus. Alors, bon, voulant aussi défendre son équipe, il avait dit une fois à des journalistes, mais moi je suis un légaliste, hein, apportez-moi les preuves. Apportez-moi les preuves. Et l'équipe a dit, ah, le chef nous défend, le chef nous protège. Ils s'en sont donnés encore à cœur joie, jusqu'à l'état où nous nous trouvons. C'est-à-dire chacun prend à qui mieux ce qu'il peut prendre. Et c'est ça le problème. Bien sûr, le président de temps en temps revient, ils vont rendre gorge. Ceux qui prennent les cheveux, ils vont rendre gorge. Je vais le mettre des... Il s'est mis à faire l'opération épervier pour faire rendre gorge. Mais nous pensons que ceci ne suffit plus. Il faut une véritable campagne d'assainissement. Il faut un balai citoyen, parce qu'il y a beaucoup d'ordures. Il y a beaucoup d'ordures. Nous les voyons dans la société. On les voit à l'œil nu. Il y a des ordures. Mais, bon, chacun a son tempérament. Le président Paul Biya a une certaine conception de la tolérance, qui est la sienne, que peut-être le petit peuple n'arrive pas à comprendre. Voilà pourquoi le petit peuple, parfois, peut se montrer impatient. Ok, professeur. Alors, docteur Simodjom, on a bien écouté le professeur Hubert Monondiana et cette expérience personnelle sur un leader africain parle en quelque sorte, ça a une résonance pratiquement sur toute l'Afrique. Et l'exemplarité du leader qui est donc laissé comme recette et qui aujourd'hui explique en grande partie, parce que c'est la deuxième recette, le miracle singapourien. Comment vous confrontez ça à cette réalité africaine? Ou est-ce que ça a marché là-bas ou est-ce que ça n'a pas marché ici? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met dans exemplarité en ce moment-là? C'est le leader attentiste, tolérant, c'est le leader qui frappe, c'est le leader... Comment? Alors, en tout cas, vu de Singapour. Je crois que le vocable leader est très lourd pour les épaules de certains dirigeants africains. Et ils sont des chefs, ils ont un pouvoir qui est manifeste, qui est même très concentré, parce que c'est généralement des régimes hyper présidentiels, hyper centralisés. Mais elle dit leader, je crois que c'est un peu trop large pour leurs épaules, parce qu'un leader, c'est d'abord, premièrement, un dirigeant, mais qui a en plus d'être dirigeant, il a une vision. Il a une vision et il a une stratégie, un ensemble d'idées, de pensées et d'actions combinées pour gagner à tout prix. Et sa vision, c'est le monde qu'il habite et dans lequel il habite et qu'il veut que tout le monde habite et qu'il veut que tout le monde habite. Donc alors, voilà le leader. On comprend bien ça, c'est théorique. Mais il y a une chose que le professeur a dit. Par exemple, dans le cas camerounais, à un moment, il y a eu un coup d'État. Oui, j'allais en pas venir. Sans conséquence sur le leader. J'allais en Afrique, Dieu sait qu'il y en a eu des coups d'État. J'allais y arriver. Le leader sait que ce ne sera jamais facile. Ce n'est jamais facile pour quiconque. C'est toujours difficile. D'ailleurs, c'est la difficulté qui est la norme. C'est pour cette raison que un leader est jugé à la capacité qu'il a à transformer la difficulté en opportunité. Nous admirons Singapour aujourd'hui, mais nous avons tendance à croire que cela a été facile. Cela n'a jamais été facile. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler que la date de déclaration de l'indépendance de Singapour était un jour de deuil. Parce que Singapour, qui est un marécage, un entrepôt, qui n'a pas de terres arables, qui n'a pas d'eau potable, devient un pays indépendant, alors qu'il voulait être une partie de la Fédération de Malaisie, qui a le cacao, qui a le sucre, qui a le riz et qui a l'eau potable. Singapour n'a rien. Donc quand vous regardez d'où part Singapour, vous comprenez très bien que il y a eu il y avait déjà des hypothèques naturelles, géographiques, écologiques. Il y avait un bannissement presque naturel. Mais il a fallu dans la poigne d'un visionnaire qui dit, contre mauvaise fortune, nous allons faire bon cœur. La Malaisie nous a refusé au sein de la fédération. Nous allons assumer
notre indépendance. Alors, nous allons mettre en place... quoi Lee Kuan Yew a fait montre de cette pointe, Donc, Lee Kuan Yew a d'abord... de cette exemplarité? Lee Kuan Yew a d'abord été celui qui, en 1965, a dit « Nous n'avons rien, aucune ressource naturelle, mais nous allons réussir. Nous serons la Suisse de l'Asie du Sud-Est. » Donc, tout commence déjà par cette vision que vous avez. cap. Oui. Mais en Afrique, il y en a. Non, pas du tout. Il y a des rêves. Vous avez des rêves. Mais en 65, pour Lee Kuan Yew, c'est un rêve, justement. Bon, alors, la Suisse. Le leader sera donc jugé sur sa capacité à transmettre ce rêve, à faire que ce rêve, qui en lui est déjà une réalité, devienne la réalité de tout le monde dans son pays. Donc, Lee Kuan Yew va prendre des décisions sur le plan opérationnel qui vont être conformes à la vision qu'il a bâtie. J'ai parlé tout à l'heure des décisions pour l'incitation à l'exportation. Donc nous allons faire de notre port le centre du commerce entre l'Europe et l'Asie. Ça suppose des incitations douanières, des incitations fiscales, l'établissement d'une zone franche industrielle qui fait venir des industries produisent et exportent. Voilà déjà une vision qu'il fallait avoir. Quand nous continuons très loin, nous allons nous rendre compte que l'exemplarité de Lee Kuan Yew, c'était déjà dans la légitimité avec laquelle il se présentait à la face de ses concitoyens. Lee Kuan Yew n'était pas au-dessus de la loi. Lee Kuan Yew était au même pied d'égalité que tout le monde. Je voudrais rappeler une toute petite anecdote. C'est d'ailleurs la troisième recette. Oui. Après le Vox Pop tout à l'heure. Une petite anecdote. Lorsqu'il n'était plus Premier ministre, il était senior ministre, c'est-à-dire une espèce de conseiller du gouvernement. Il y a eu une histoire de biens immobiliers et il a chargé son fils qui était vice-premier ministre, Lee Hsien-Loong, d'acheter deux logements pour lui et pour son frère. Et lorsque l'opération a été effectuée, c'était au moment où le vendeur des logements, c'était une société immobilière publique, avait lancé une campagne de promotion de logements témoins. Et il y avait donc un rabattement de l'ordre de 7%. Alors, Lee Kuan Yew a bénéficié, comme toutes les autres personnes qui ont acheté les logements, d'un rabattement de 7%. Mais il s'est élevé dans la presse des protestations, criant au conflit d'intérêts. Parce que le vice-premier ministre, c'est Lee Hsien-Loong, c'est le fils de Lee Kuan Yew. Et Lee Kuan Yew bénéficie d'un prix discount. Parce que immédiatement après cette campagne, le coût du logement a pris... a flambé, du coup ça coûtait plus cher. Donc c'est pour cette raison qu'il y a eu ces protestations. Lorsque ces protestations ont eu lieu, Lee Kuan Yew est allé à l'Assemblée nationale. Il est allé expliquer ce qui s'est passé. Il dit: je suis parti acheter un logement et comme tout le monde, j'ai bénéficié d'un discount. De 7%. Mais si vous insistez, je crois que je vais remettre les 7%. Et il a fait mieux. Sa femme a dit: nous n'allons pas seulement remettre les 7%, nous allons tout remettre. Alors, le couple Lee a déposé ce million, cette fois c'était $1 million singapouriens, dans un compte au trésor. Mais c'est Goh Chok Tong, le premier ministre de l'époque, qui dit: ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça. Je vous ordonne de récupérer votre avoir, parce que vous avez bénéficié d'une campagne promotionnelle comme tous les citoyens légalement. Lee Kuan Yew a dit: je ne récupère plus cet argent, utilisez-le pour des actions sociales. Donc il y avait de la part de Lee Kuan Yew cette obsession d'être le miroir dans lequel tous les Singapouriens peuvent se voir. Il voulait partager la même condition. Tout à fait. J'aime bien cette expression, le leader qui veut être le miroir sur lequel le peuple peut se... Il fallait que tout le monde se voit en Lee Kuan Yew. Il ne voulait pas donner l'impression qu'il est tout en haut et que les autres sont en bas. Au risque aussi de tomber dans la présidence normale, hein, Lee Kuan Yew qui a montré ses limites quelque part. Nous avec la stabilité et la force, qu'il y avait cette tentation de la communauté. On va y arriver tout à l'heure, d'être un homme du commun. Mais en même temps, il y avait cette tendance à avoir de la poigne
Donc, c'est à peu près cet équilibrisme que les points ont appliqué. Très intéressant. On va s'arrêter quelques instants, professeur. On parle de Singapour depuis le début, Singapour. Eh bien, on a baladé notre micro dans la rue, demandant aux gens s'ils avaient déjà entendu parler de Singapour. C'est le Vox Pop, ça me permet de souffler un peu avant de passer aux 3 dernières recettes, vu le temps qui nous reste. On se retrouve juste derrière. Je connais une république appelée Singapour, située en Asie. Et je sais aussi que le Singapour, les jeunes Camerounais peuvent aller au Singapour sans demander de visa. Le Singapour est situé en Asie, a fait sa fortune dans l'agriculture, quoi. Et le Singapour fait partie des 4 dragons. Je sais que Singapour, c'est un État nouvellement en croissance économique, en émergence et tout. Et je sais notamment que concernant les Camerounais, c'est un État qui ouvre ses portes dans le monde du business, des affaires, aux jeunes Camerounais qui souhaiteraient bien entreprendre afin de développer leur propre pays. Et pour moi, l'État camerounais devait un peu prendre exemple sur l'État du Singapour, quoi. Nous savons de l'État de Singapour que c'est un État qui fait partie des 4 dragons d'Asie. Et Singapour concourt aussi à une place financière importante dans le monde. Oui, on peut effectuer les marchés de capitaux, transiter un peu partout. Les différentes monnaies sont rencontrées. On peut voir ici l'euro, le dollar, je peux aussi dire la couronne douanaise. En fait, Singapour, c'est un grand État important. La transaction, plus de flux, le business, les consorts, et tout. Beaucoup d'opérateurs économiques aujourd'hui se rendent à Singapour pour pouvoir faire des business et tout. Déjà, Singapour est un pays de l'Asie qui m'impressionne, que j'admire beaucoup parce que de ce que les médias disent aujourd'hui et pensent de Singapour, vraiment c'est impressionnant parce que Singapour est un État vraiment qu'avant on n'entendait vraiment pas parler sur tous les plans économiques et autres. Mais aujourd'hui, elle a eu vraiment une lancée fulgurante et remarquable de partout dans le monde entier, au point où elle attire des peuples des autres continents, y compris les Africains, à s'y rendre. Donc vraiment, j'apprécie vraiment le développement de Singapour et j'aimerais aussi que notre pays, le Cameroun, essaye de copier l'image et le modèle de Singapour, sur tous les plans aussi, bien sûr. Singapour est sur le continent asiatique et nous savons aussi qu'ils ont des matériaux informatiques de ce côté, à grand nombre industriel, ils produisent à grand nombre industriel et des Camerounais se déportent aussi de ce côté pour aller chercher ce matériel bio pour venir consommer ici au Cameroun. Singapour, c'est un pays qui est situé dans le continent asiatique. Et la capitale de Singapour, c'est toujours Singapour, donc c'est l'Union. Et pour moi, je pense que Singapour, c'est un pays où c'est un pays qui offre les opportunités aux Camerounais pour les affaires et le business, parce que là-bas, c'est un pays très développé dans la technologie. Singapour est un petit pays faisant partie des 4 dragons d'Asie. Ils ont été dans un temps très négligés. Oui. Donc subitement ils ont connu une croissance économique très élevée, ce qui a permis qu'ils explosent dans le monde entier. Et elle a également une capitale qui s'appelle aussi Singapour. Pour moi, Singapour, c'est d'abord un pays qui a su émerger au fil du temps, parce que c'était un pays qui était extrêmement pauvre dans les années 70. Mais grâce à la technologie, aujourd'hui, Singapour fait partie des grandes puissances. Surtout, c'est aussi un pays qui favorise le Cameroun. Par exemple, aller au Singapour, on n'a pas besoin d'un visa, par exemple. Donc, et aussi, Singapour a une particularité. La ville et le pays ont le même nom, c'est-à-dire tu te retrouves à la capitale Singapour et tu es dans le pays Singapour, donc c'est pareil en fait. Pour le visa, je ne sais pas si le visa est vraiment free pour aller à Singapour, mais on voit bien que c'est un pays, professeur, qui frappe, une zone franche aussi.
Une frange industrielle. Une frange que ça veut dire que tu peux y aller comme tu veux et quand tu veux. Mais rappelons justement, tu as bien disséqué la démographie tout à l'heure, c'est un tout petit pays, c'est sur 719 km². Et d'ailleurs, à son indépendance, c'était 580 km². C'est grâce à la poldérisation qu'on a gagné 22% du territoire. Ils ont fait reculer la mer. Tout à fait. Et je crois qu'il y a encore des projets pour continuer de gagner des espaces sur la mer parce que avec 719 km², Singapour compte 6 millions d'habitants. Et des projections démographiques font état de 10 millions d'habitants dans 20 ans. Donc il faut loger tout ce monde et Singapour est très étroit. Encore un autre miracle qu'ils vont devoir accomplir, s'installer dans la mer. S'installer dans la mer. Alors, la troisième recette, c'est l'égalité de tous. En fait, ça s'inspire un peu du comportement du leader qu'on évoquait tout à l'heure. Qu'entendait Lee Kuan Yew par égalité de tous, Dr Simacha? Alors, c'est aussi un problème de sociologie. Parce que, pour commencer, d'abord, tous les miracles, la plupart des miracles sont basés sur le principe de l'égalité. Si nous prenons juste un autre miracle économique, c'est celui de la Hollande au XVIIe siècle. C'est le premier pays en Europe qui a accepté la dérogence. La dérogence, c'est une action qui amène son auteur à être exclu de la catégorie de la noblesse. Donc, faire le commerce était considéré comme une dérogence. Donc, quand vous faites du commerce, vous n'êtes plus considéré comme un noble, vous êtes considéré comme un bourgeois et vous êtes exclu de la catégorie de la noblesse. Donc, les Pays-Bas, à l'époque, s'appelaient les Provinces-Unies, ont normalisé la dérogence, c'est-à-dire tout le monde est égal, tout le monde va travailler, chacun va mériter sa pitance. Il n'y aura plus une plèbe pour travailler pour les nobles et il n'y aura plus des nobles pour jouer, pour regarder la tragédie. Pour exploiter. Voilà, pour exploiter la plèbe. Et en ce moment-là, en Italie et en Espagne, il y avait des levées de boucliers, des levées de protestation pour dire, regardez ce qui se passe en Hollande, mais il devrait avoir honte. Comment un noble peut-il travailler? Mais petit à petit, le Pays-Bas est devenu le miracle économique d'après le Moyen-Âge européen. Et c'était l'un des secrets de ce miracle, c'est-à-dire les nobles se sont mis à faire du commerce, à gagner de l'argent. Et c'est cet esprit de débrouillardise pour tout le monde qui a fait en sorte que les Pays-Bas sont partis les premiers dans le développement après la fin du Moyen-Âge. Pour revenir à Singapour, la sociologie de Singapour, on l'a rappelé, 70% de Chinois, à peu près 13 ou 14% de Malais, d'abord, et puis 9% d'Indiens et 3%, bon, c'est le reste. Alors nous savons tous que les Chinois sont très industrieux, ils sont très entrepreneurs, ils peuvent faire du commerce jour et nuit, ils peuvent économiser, ils peuvent réduire le temps des loisirs, ils peuvent accumuler économiquement parlant. Alors, Lee Kuan Yew a perçu en cela un atout, mais également une menace. Un atout dans la mesure où il avait besoin de gens industrieux, compétitifs. Laborieux. Mais une menace dans la mesure où les Malais, qui sont moins industrieux, qui ont tendance à être plus réservés en matière d'accumulation et d'activité économique, auraient pu se retrouver écrasés par les industrieux, les Chinois industrieux. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en Malaisie, parce qu'en Malaisie, on a plutôt une minorité de Chinois et une majorité de Malais. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Malaisie a expulsé Singapour de la fédération. Parce que les Malais voyaient très bien qu'un jour ou l'autre, les Chinois leur causeraient de sérieux problèmes à cause de leur dynamisme économique. Donc, ils les ont expulsés. Et même jusque-là, Lee Kuan Yew a perçu que la petite minorité malaise et l'autre minorité indienne, ça faisait quand même autour de 25%, et qu'il fallait se soucier d'eux. Donc Lee Kuan Yew a opéré un grand équilibrisme entre la compétitivité et la solidarité, c'est-à-dire entre le yin et le yang, les deux facettes d'une philosophie chinoise, d'une philosophie asiatique qu'on appelle le taoïsme. Donc il fallait encourager les industrieux, les compétitifs, les dynamiques, qui sont les Chinois, mais en même temps, il fallait protéger les autres, parce que la société asiatique, c'est une société de la coopération, ce n'est pas une société de la compétitivité à visage non humain. Donc, toute la politique de Lee Kuan Yew a donc consisté à donner une éducation forte, une éducation de bonne qualité
à tout le monde. Donc c'est une égalité en amont. C'est très loin, c'est très différent de ce que nous pratiquons, par exemple au Cameroun, avec la politique de l'équilibre régional, qui est une tentative d'établissement de l'égalité en aval. C'est-à-dire quand il y a déjà lieu de distribuer les ressources, l'entrée dans une grande école comme l'ENAM, les nominations à des postes ministériels, à des postes de dirigeants de grandes entreprises, là c'est en aval. Ça veut dire qu'on veut donner 5 postes à des Bamileke, 10 postes à des nordistes, etc., etc. Ça c'est en aval. Mais ce n'est pas l'égalité des chances que Lee Kuan Yew avait appliquée. Lui, il avait appliqué l'égalité des capacités. Parce que donner une bonne éducation à tout le monde, et transmettre la culture de l'économie, la culture de l'effort, la culture du travail, et amener des gens à savoir que c'est le savoir, c'est l'éducation, c'est la matière grise qui permet de créer la richesse, fait en sorte que lorsqu'on se retrouve en aval, tout le monde est compétitif. Et c'est le plus méritant qui se voit offert l'emploi ou la ressource où il va travailler pour créer la richesse. C'est bien compris. Alors, professeur, l'égalité de tous, on sait que le continent africain, ça a aussi été le théâtre de tout type de déchirements ethniques, certainement du fait de ces déséquilibres ataviques qui malheureusement caractérisent aussi l'Afrique. Comment, alors, est-ce que c'est l'inégalité qui a fait défaut, ou alors l'égalité de tout ce qui a fait défaut en Afrique, ou alors quel est le regard que vous vous posez? Il a évoqué tout à l'heure la question de l'équilibre régional, vous qui avez travaillé sur un président, notamment l'idée sociale chez Paul Biya, sur le problème de l'égalité, ou alors ce problème existe-t-il? S'est-il posé en Afrique? Est-ce une hypothèque qu'il faut lever? Oui, je crois que c'est une hypothèque qu'il faut lever, hein, parce que nous avons parlé du pragmatisme politique tout à l'heure. Et je crois que le président Ahidjo avait cherché à être pragmatique à ce sujet, à savoir que s'il laisse jouer le principe de l'égalité à fond, c'est-à-dire la méritocratie totale, il va léser quelques individus. Donc, il faut positionner les plus méritants et il faut aussi favoriser ceux qui sont au bas de l'échelle. Et le pragmatisme, en cela, pourrait donner l'impression de s'opposer à l'égalité. Parce que quand on promeut ceux qui ont connu un accident de l'histoire dans la formation, dans l'éducation, ce n'est pas pour retarder les premiers. C'est qu'il faut doubler de vitesse chez les derniers. Une sorte de discrimination positive. C'est une discrimination positive. Vous voyez qu'au plan pragmatique, si on fait un gouvernement aujourd'hui, en cherchant seulement les forts en thème, on va prendre les gens peut-être sur la place de Yaoundé, sur la place de Douala et sur la place de Bafoussam. Et très peu sur la place... Ce sont les 3 principales villes camerounaises. Voilà. Très peu sur la place de Messamena, sur la place de Kolo Fata. Oh, ces gens-là sont des citoyens qui doivent prendre part à la démocratie. Alors, mais ça a été fait au Cameroun. Il ne faut pas les oublier. Cette politique n'a pas fait défaut. Elle n'a pas fait défaut. Mais aujourd'hui, elle peut se trouver critiquée maintenant aujourd'hui. Pour quelle raison? Puisque les gens disent que c'est un mauvais principe, c'est la méritocratie seule qui joue. Et il dit que si on va là-dessus, alors, le politicien... Sur ce point, est-ce le principe qui est critiqué ou l'implémentation du principe? Est-ce que sur la question de l'équilibre régional, par exemple, au Cameroun, est-ce que c'est cette politique qui est rejetée en bloc, ou alors la façon dont elle est menée? Non, la politique est rejetée dans le principe même. Elle est rejetée dans le principe. C'est-à-dire, il y a des collègues pour qui le concept d'équilibre régional est à bannir. Parce que c'est le nivellement par le bas. C'est le nivellement par le bas. Ce qui est vrai. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre impératif. Un impératif pragmatologique. Imaginez par exemple un tribunal
vous avez des magistrats qui sont de tous les villages, sauf de mon village. Quand moi je m'en vais devant ce tribunal, on traduit ce qu'il doit dire, et ainsi de suite. Et moi, je ne comprends pas ce qu'il dit, et ainsi de suite. Et moi, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Et il y a là un problème de confiance rompu. De même, pour le thérapeute et le patient, ils ont tous fait l'école de médecine. Mais quelqu'un de mon village n'a même jamais été médecin. Et moi, je m'en vais néanmoins voir ces gens-là. Bon, la relation est rompue, je ne comprends pas ce qu'ils me disent, ils ne comprennent pas ce que moi je raconte. Or, la relation entre le patient et le médecin, elle est un peu déséquilibrée là. Bref, je pense que dans l'esprit des promoteurs de l'équilibre régional, il faut une certaine représentativité dans tous les services. Bon, de sorte à prendre les plus méritants des moins nantis. Moi, je pense que le professeur Hubert Monodiana a très bien expliqué ça. Ça, c'est l'égalité de tous à l'africaine. Non, ce n'est pas l'africaine. C'est, si vous voulez, les sociologues distinguent trois formes d'égalité. Lee Kuan Yew avait en face, ou alors il avait affaire à trois groupes sociologiques. Au Cameroun, le leader politique a affaire à 250 groupes sociologiques. Peu importe la quantité, peu importe la diversification de la population, nous avons trois grands principes de l'égalité en sociologie. Nous avons l'égalité de chance, nous avons l'égalité de droit et nous avons l'égalité de capacité. Donc, ce qui est expliqué là, c'est l'égalité de chance. C'est-à-dire, nous sommes en face des ressources, du gâteau. Il faut le partager. Il faut que chaque tribu ait quelqu'un qui mange sa part. Je crois que le professeur a théorisé un excellent concept, le mapartisme. Donc chacun est là pour manger sa part. Ça, c'est une grosse erreur qui a été commise au Cameroun lorsqu'on a pensé que c'est devant les ressources qu'il fallait établir l'égalité. C'est avant les ressources, c'est-à-dire en amont, dans l'éducation, dans les infrastructures. Il faut doter toutes les régions du pays d'infrastructures scolaires. Mais là, on parle bien de concours administratifs. Hein. Oui, ça c'est dans la sphère éducative. Aval. Ça c'est en aval. Ça veut dire les postes sont déjà là à l'ENAM. Vous avez déjà 90 000 lorsque vous entrez à l'ENAM. Vous avez un salaire. C'est l'École nationale d'administration et de magistrature. Donc, voici le gâteau. Il s'agit de manger le gâteau. Alors, vous avez 5 places parce que vous êtes ici, vous avez 8 places. Bon, vous n'avez pas assez d'école. On va vous donner 5 places, même si vous avez 5 sur 20. Donc, ça, c'est le nivellement par le bas. Parce qu'on va se retrouver avec très peu de méritants. Dans une période transitoire, ça peut marcher. Hein. Dans une période transitoire, je m'excuse de vous interrompre, dans une période transitoire, avant le rétablissement des grands équilibres, il faut prendre celui qui a 5 sur 20 et rejeter malheureusement celui qui a 15 sur 20. Et là, parce que celui qui a 5 sur 20 doit, pour des besoins de représentativité, être là, dans cet hôpital, comme médecin. Quitte à savoir ce qu'on va lui donner comme tâche pour ne pas tuer les gens, mais pour contenter ces gens aussi, pour les contenter aussi, mettez un de leurs là. Oui, mais sauf que malheureusement, professeur, c'est celui qu'on a pris justement avec 5 de moyenne, qui est responsabilisé encore. Mais le politique a la paix sociale avec ça. Oui, mais il a la mort entre les bras. Là, nous sommes toujours dans l'égalité des chances, devant le gâteau, devant les ressources. La question, c'est celui qui a eu 5. Pourquoi il a eu 5? Parce qu'il n'y a pas assez d'écoles dans sa région, parce qu'il n'y a pas des enseignants, il n'y a pas de route. Comment Lee Kuan Yew a fait? D'abord, Lee Kuan Yew a dit les Chinois sont les plus nombreux. Première chose, le mandarin ne sera pas la langue de communication officielle. Ce sera le français. Lee Kuan Yew lui-même ne parlait pas très bien le mandarin. Ce sera le français. Tout le monde, les Malais, les Indiens et les Chinois, se retrouvent égaux devant une langue, l'anglais, qui est d'ailleurs la langue du pragmatisme. En Afrique, globalement, ce problème est réglé. Là, nous sommes là. Ce problème n'est pas réglé. Nous sommes de 3 ethnies différentes, nous nous exprimons en français. Ce problème n'est pas réglé dans un pays comme le Cameroun. Il n'est pas réglé parce que nous avons une minorité linguistique, culturelle,
qui a l'anglais comme une langue de communication. Oui. Alors, donc ce problème n'est pas résolu partout. Donc, je me suis avancé trop vite. D'abord, l'anglais, la langue pragmatique de l'insertion dans la communication internationale, la langue de la recherche scientifique, la langue des instances de diplomatie à l'échelle internationale. Lee Kuan Yew choisit donc cet anglais pour tout le monde. Mais au Cameroun, le français et l'anglais sont deux langues officielles d'égale valeur, donc, selon l'article 1er alinéa 4 de la Constitution. La deuxième chose, c'est donc que Lee Kuan Yew, donc, comme je vous l'ai dit, l'éducation, le savoir. Lee Kuan Yew s'arrange pour que tous les Singapouriens aient accès à une très bonne formation. Ce qui fait qu'en aval, quand on se retrouve devant les ressources, les emplois à pouvoir, les nominations, tous les Singapouriens ont les mêmes déjà capacités. En réalité égaux. Donc, Lee Kuan Yew a réalisé l'égalité des capacités. L'équilibre devrait se faire dans l'affectation des écoles, tout à fait. Donc, la construction des hôpitaux, c'est l'égalité et non des pas capacités. à l'entrée des grandes écoles. Voilà, ça c'est l'égalité des chances. Et cette égalité des chances, aussi longtemps... Ça tient, hein, professeur. Aussi longtemps que l'égalité des chances sera appliquée dans un pays comme le Cameroun, nous ne rêverons jamais d'avoir un miracle il faut passer à l'égalité des capacités. Des capacités. Tout à fait. Parce que l'égalité des droits... C'est en amont. Oui, c'est en amont. C'est-à-dire, il faut s'arranger pour que tous les Camerounais... C'est-à-dire pour le cas des concours, quand ils arrivent au concours, en fait, ils sont au même niveau. Ils ont On déjà les distingue plus selon leur origine sociologique. À Singapour, c'est le niveau. plus méritant. Donc, troisième niveau de l'égalité, après la langue et la formation, on arrive à l'emploi. Vous voyez que l'emploi, c'est le dernier. L'emploi, comment ça se passe? Singapour est géré comme une entreprise. D'ailleurs, dans les écoles de management, on parle de Singapore Inc., Singapore Incorporated. C'est géré comme une entreprise. Le modèle de gestion des ressources humaines de Singapour, c'est le modèle de Shell, la multinationale anglo-néerlandaise Shell. Donc, c'est une entreprise. Nous avons des objectifs, nous avons des capacités humaines et nous avons des résultats et une évaluation. Nous avons une évaluation à la fin d'une période bien précise. C'est Singapour. Donc, lorsque vous n'êtes pas méritant et que vous parvenez à un emploi précis, très rapidement, vous comprenez que vous n'êtes pas à la hauteur parce que vous n'avez pas réalisé vos objectifs. La performance. Vous dites, on a un problème à ce niveau. Nous parlons là dans une situation idéale d'un pays autonome. L'Afrique est loin d'avoir ce statut. Parce que bon, en fait, les pays africains, oui. Les pays africains, certains notamment, parce qu'il faut bien... Soit dit entre parenthèses, l'échec du communisme là, tel que Lee Kuan Yew le professe, n'est pas véritablement... Bon, je ne peux pas dire qu'il a tort là-dessus, mais quand même il y a des pays qui ont essayé d'appliquer le communisme et qui tiennent debout. La Chine. Il y a la Chine, il y a la Corée du Nord. Un communisme matiné. C'est du pragmatisme, c'est un communisme pragmatique. Et en Afrique, celui qui pouvait faire ça, on l'a liquidé. On l'a liquidé, le colonel Kadhafi. Lui, dans la Jamaharia, c'était cette politique-là, des petits, une espèce de socialisme en tout cas, mais vrai. Alors, c'était pas des chiquets. Vous me permettez C'était une parenthèse, oui. Oui, parce que là, avec le temps qui me tient à la gorge, mais vous me permettez là d'évoquer effectivement la quatrième recette. La discipline, la préférence de la discipline au détriment de la démocratie. Mais achevez d'abord. C'est très important. Oui. Si nous étions autonomes, on pourrait avoir notre système de formation et d'égalité des capacités. Malheureusement, nous ne sommes pas autonomes. Pour être nommé, dans certains pays africains, en tout cas, pour être nommé à un poste où on demande des compétences, il faut appartenir à un réseau dont le maître est en Europe, vous le savez. Donc, dans une situation comme celle-là, où la décision de nomination ou de valorisation ne dépend même pas du chef local, mais du chef spirituel étranger, ça pose des problèmes. Et vous voyez bien de ce dont je parle. Si vous n'êtes pas dans la loge, on ne peut pas vous promouvoir, quelque compétent que vous soyez.
Ça vient donc compliquer encore notre équilibre régional. Oui, je crois. Juste un mot, Cabral, si vous permettez. Oui, allez-y, docteur. Je crois que j'ai lu j'ai été très inspiré par la vision 2020 du président Paul Kagame du Rwanda. Alors, il y a un extrait dans cette vision qui dit Singapour l'a fait, Hong Kong l'a fait, Taïwan l'a fait, pourquoi pas le Rwanda? Donc, comme le principe de la transmission des miracles économiques reste le même, les miracles qui se transmettent, les secrets qui s'apprennent, les secrets qui inspirent les autres miracles, Singapour a inspiré considérablement le Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda a fait après le génocide? C'est que l'anglais est devenu la première langue de communication officielle, alors que c'était d'abord le français qui avait été la première langue de communication, vu que le passé colonial du Rwanda le liait plutôt à la Belgique, un pays francophone. Donc la première étape, c'était de rentrer dans le pragmatisme, qui est le pragmatisme linguistique, l'insertion dans la communication internationale. Donc, deuxième étape maintenant, l'éducation. Donc, vous avez, tout cela, c'est pour dire qu'il est possible d'arracher une relative autonomie. Nous ne serons jamais autonomes à 100%. Aujourd'hui, nous sommes un peu moins autonomes qu'on l'aurait souhaité. Mais si nous avons des leaders, si tout le monde a le paradigme de la vision, des stratégies et puis des actions, je crois qu'on parviendra à avoir une bonne éducation pour tout le monde et ça permettra qu'en aval, quand on arrive devant les ressources, tout le monde soit compétent. Mais que ferez-vous de la chape philosophico-sectariste qui pèse sur le leader, les peuples africains? Il veut s'autonomiser. Je crois que c'est un travail de stratège. Nous verrons tout à l'heure la discipline et la force. Singapour s'est développé envers et contre les injonctions. Ok. Alors, je ne veux pas vous laisser, on va parler tout à l'heure des injonctions, mais on le comprend bien, professeur, on va où on veut, ça revient sur le leader. Même de cette chape-là, seul le leader peut pouvoir s'y échapper, s'il le veut bien, peut-être en s'asseyant sur la légitimité. Je vous invite d'ailleurs, pour qu'on souffle encore un peu avant qu'on ne vienne achever avec les deux autres recettes, un reportage de Violetta Massoussi sur le caractère exemplaire du leader. Elle nous a fait un reportage là-dessus. Nous le suivons et puis nous achevons avec les recettes de Lee Kuan Yew. Des 4 dragons d'Asie, Singapour est le pays qui s'impose le plus. Considéré comme l'une des nations les plus riches de la planète, cette perle en Asie concentre les investissements, centralise les connexions maritimes, aéroportuaires, bancaires et virtuelles. Singapour étant à une époque indépendante mais sans ressources et ayant même importé une bonne partie de son eau de Malaisie, l'un de ses voisins. Malgré un faible potentiel, aujourd'hui, Singapour a su se développer et devenir un des pôles moteurs de la mondialisation. Une réussite économique exemplaire. Singapour illustre la capacité d'une dense agglomération qui, grâce à un fort capital humain, prospère en innovant. En 1965, les revenus de Singapour représentaient environ 20% de ceux des États-Unis. Sa croissance annuelle a été, dans les décennies suivantes, parmi les plus élevées au monde, à tel point que Singapour est devenu un exemple en termes d'économie, d'éducation, de santé, de sécurité et d'urbanisme. Aujourd'hui, en effet, la santé et la stabilité économique du pays font beaucoup d'envieux. Tenez, le taux de chômage est autour de 2%. Le secteur public est efficace. Le taux d'imposition est faible. L'île est devenue un paradis pour les investisseurs et consommateurs. Et il faut ajouter que l'économie de Singapour avait assez bien supporté la crise. Après une courte récession, elle a bondi de 14,7% en 2010. Deuxième place financière d'Asie après le Japon, c'est principalement le commerce qui a fait de Singapour un acteur indispensable. Son port, récemment dévancé par celui de Shanghai en Asie, est un élément clé du développement de la mégalo-métropole. Alors c'était une sorte de présentation de Singapour en image. Parfois lorsqu'on ne fait que parler, pour ceux qui n'en entendent que parler, ces images-là, elles sont particulièrement édifiantes pour ça. Je voudrais maintenant qu'on en achève avec les 5 recettes de Lee Kuan Yew, et il nous en reste 2.
préférer la discipline à la démocratie. C'est la 4e recette et ça nous parle. Oui. Et je présume que beaucoup de leaders africains aiment entendre ça, professeur. Oui. La démocratie serait donc notre problème, mais une discipline autocratique. Oui, je crois que le débat, c'est la discipline vient avant la démocratie. C'est aussi une démocratie autoritariste, à la vérité. Ce n'est pas une démocratie, Singapour. Mais la discipline vient avant la démocratie. Et sont les résultats de la discipline qui permettent de commencer le jeu de la démocratie. Et en cela, nous avons des exemples historiques. Par exemple, dans l'Europe occidentale, qui nous est proche, il a fallu construire le socle de base matérielle pendant des siècles. Le socle de base, je vous donne un exemple tout de suite, le château de Versailles, la cathédrale Notre-Dame. C'est à Paris, ça? À Paris, oui. En France. Et tout cela a été construit. Et ce n'est qu'en 1789 que les gens ont commencé à faire les Girondins, les montagnards, les sans-culottes même. Ils pouvaient se mettre à faire cela qu'après avoir aboli la monarchie. La monarchie qui avait, de par son autorité et sa discipline, bâti le socle. À partir de ça, les héritiers peuvent se mettre à jouer. Politics is a game. Ils se mettent donc à jouer. Moi, je suis de gauche, moi, je suis de droite. Mais les gens sont sur le socle qui est bâti par le pouvoir traditionnel. Vous donnez raison à Jacques Chirac. C'est un luxe. Non, c'est pas un luxe. C'est pas un luxe, mais quand même, il y a une certaine vérité là. Je paraphrase pour vous croyez qu'on pouvait construire le château de Versailles avec la démocratie? Quels sont les ouvriers qui sont disponibles ce matin? On va construire le château. C'est pas possible. Nos pyramides égyptiennes ne pouvaient pas se construire sur la démocratie. Maintenant qu'elles existent, on peut commencer à jouer de la démocratie. Je vais vous donner un contre-exemple de la démocratie qui précède la discipline. En 90, on revient donc vers le multipartisme. Les gens pensent que l'Eldorado... Un peu partout en Afrique, effectivement. L'Eldorado est donc atteint. Eh bien, le premier acte, c'est d'aller brûler un tribunal. Ils vont brûler le tribunal pour faire preuve de démocratie. Et tous les actes d'identité civile ont cramé dans le feu. Et les pauvres démocrates de la zone avaient des problèmes pour faire les extraits de casiers judiciaires. Donc ça veut dire qu'il faut consolider les bases matériellement, éducationnellement, politiquement, avant d'aller faire cette démocratie-là. Or, le discours de la Bolle nous demande de faire immédiatement la démocratie, la gouvernance, l'alternance, la transparence. Oui, mais des indépendances, aux années 90, il y avait l'autoritarisme. Non, l'autoritarisme ne bâtissait pas encore. Ah, il y a une question de durée maintenant. Oui, bien sûr. Ça s'est joué en 30 ans. Oui, on va revenir sur la question de durée tout à l'heure. 30 ans, c'est-à-dire de 60, oui, de 59 date. C'est important quand même de le préciser. Oui. Parce que le miracle, la fondation du miracle singapourien se passe exactement, commence exactement au moment où nous accédons aux indépendances. Moi, je voulais vous donner 1960. le principe de la discipline. Maintenant, avec Singapour a considérablement raccourci les durées. Mais le principe de la discipline est d'abord le premier, avant de faire la démocratie. Mais la question que je voudrais vous poser, professeur, vous avez travaillé sur l'Asie, vous avez une bonne connaissance de l'Afrique, notamment du Cameroun. 59, c'est l'indépendance, ou 57 d'ailleurs. 59. 59, c'est l'indépendance, donc un an avant le Cameroun, pour prendre le cas spécifique du Cameroun, c'est l'indépendance singapourienne. Ils ont même des tribulations jusqu'à 65. Donc en 65, le Cameroun est indépendant depuis 5 ans. Et c'est en 1990 que Lee Kuan Yew quitte le pouvoir. Mais en quittant le pouvoir, en fait, il a posé toutes les bases. C'est exactement pendant ces 30 années-là que l'Afrique est sous autoritarisme total. Le discours de la Bolle que vous évoquez, qui intervient en 89, je crois, au sommet de Nice, France-Afrique de Nice, en fait, ça intervient au même moment que Lee Kuan Yew quitte le pouvoir. Oui, voilà, ça montre donc, on a eu le même temps. Oui, mais nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Nous étions encore sous la coupe de la néocolonisation ou du néo-impérialisme. Nous y sommes encore toujours d'ailleurs. Ça veut dire que nous n'avons pas l'initiative historique.
les guerres que vous entendez qui veulent s'éclater au Cameroun, c'est dirigé par une main étrangère, par la convoitise de nos ressources. Il faut diviser. Donc nous ne sommes pas encore autonomes pour prendre les initiatives pragmatiques comme chez Linkayou. Donc vous voulez dire qu'on n'a même pas encore le niveau d'autonomie ou d'affranchissement on n'a pas encore eu ce niveau-là. De Singapour à 65? Non, on n'a pas encore eu. On n'a pas commencé alors. Le niveau d'autonomie, c'est que Singapour avait en 65. Nous ne l'avons pas encore. Et de plus, non seulement nous ne l'avons pas, non seulement nous ne l'avons pas, mais c'est comme il y a grave quand même. Hein? Oui, c'est tout à fait considérable. Il y a un aspect qu'il faut aussi évoquer, c'est-à-dire la culture, le soubassement culturel. Non seulement il y avait une relative autonomie, mais il y avait un soubassement culturel. Quand Lee Kuan Yew parle de discipline, à quoi pense-t-il? En fait, il pense au confucianisme. Parce que regardez les grands principes du confucianisme. C'est le respect filial. Donc, le fils ou la fille respecte le père et la mère. C'est l'équilibre... Bon, étant entendu que le père et la mère sont respectables. Hein. Oui. C'est l'équilibre dans la société. C'est un principe religieux chez eux. Donc, le principe de l'équilibre... Dogmatique. Oui. Le principe de la primauté de la communauté sur l'individu. Et ensuite, ou alors enfin, le principe du respect de l'autorité. Voilà les trois grands principes du confucianisme. Et Lee Kuan Yew a préféré le confucianisme à la démocratie. Il a préféré la culture chinoise qui, en son sein, dispose de grandes bases pour travailler la discipline au sein de la société. Vous donnez donc finalement raison au professeur Hubert Monondiana lorsqu'il vous parlait de la chape, vous l'avez appelée sectariste. Sectaro-philosophique. Qui, elle, a pris place finalement en Afrique. Parce qu'il s'appelle les écoles philosophiques, il n'y a pas de philosophie dedans. Oui, ces mouvements qui a comblé un peu le vide culturel africain. Ces mouvements ésotériques sont une hypothèque sur la réalisation, l'autoréalisation des Africains. Parce que les Africains aimeraient décider de penser leur progrès sur leur base culturelle, sur la matrice ontologique. Mais malheureusement, ils en sont privés. Mais c'est une guerre, c'est de bonnes guerres. Il ne faut pas penser que quelque chose nous sera donné. Rien ne nous sera donné. Nous devons tout conquérir par nous-mêmes, par nos efforts, nos réflexions, nos actions. Alors, faut-il donc aujourd'hui substituer, d'abord, retrouver l'enracinement culturel africain et le préférer au détriment de la démocratie? Il faut travailler la discipline. Le problème, ce n'est pas tellement notre enracinement. Oui, mais quand on écoute le prof, on se dit, bon, la démocratie a tellement gagné du terrain qu'elle est porteuse d'indiscipline, finalement. Je vais retourner. Peut-on travailler la discipline dans cette démocratie qui nous est déjà habituelle? Je vais retourner au Rwanda parce que l'objectif, le but de ces réflexions, ce serait de montrer que l'Afrique peut s'inspirer de ce que Singapour a réalisé. Aujourd'hui, quand vous regardez les grands classements, les classements de gender development, donc le management des genres, Singapour est le premier pays dans le monde à disposer plus de députés femmes que de députés hommes au sein de son parlement. Et pourtant, c'est un pays qu'on dit être très autocratique, très totalitariste. Donc, les élections sont souvent contestées sur le plan international et tout, mais c'est un pays qui est bien gouverné. Donc, le principe de la discipline et de la bonne gouvernance prime sur le paradigme de la démocratie. Parce que le paradigme de la démocratie, Lee Kuan Yew s'en méfiait, parce qu'il estimait que la démocratie est porteuse de distraction, alors qu'un stratège ne se laisse pas distraire. Les revendications, les marches, les protestations. À Singapour, il y a un petit stade à l'intérieur duquel les protestations, les marches sont autorisées et pour une durée bien limitée. Si vous voulez faire une protestation, vous venez dans ce stade, vous vous installez, vous faites vos protestations, et lorsque le temps qui est imparti arrive à son terme, ça c'est la discipline, vous déguerpissez. Même pour protester. Mais tout à fait. Donc, si vous faites des manifestations en dehors de ce stade, vous êtes emprisonné. On ne blague pas avec la discipline à Singapour. Donc, une société qui veut se construire, qui veut se transformer structurellement, ne peut pas laisser la place
à l'aléa. Le professeur parlait de l'aléa. Ça nous rappelle l'histoire anglaise, où il y a quelques siècles, on installait des escabeaux publics, où ceux qui étaient fâchés venaient se tenir et vociféraient jusqu'à la dernière énergie devant des passants tantôt amusés, tantôt intéressés, et puis ça allait chez eux. Voilà, là, on est encore en pleine monarchie. Si on veut donc, c'est toujours le cas. Même le principe de la discipline. Dans les usines aujourd'hui. C'est ce principe de la discipline. Vous l'insultez, le patron, vous l'insultez, vous allez travailler. Vous allez travailler. Donc, c'est ce principe de la discipline qui a accompagné le miracle chinois, qui est venu après le miracle de Singapour. Sans discipline, est-ce que la Chine aurait eu son miracle? Je crois qu'il y a eu une très grande période de révolution culturelle, après la grande période du grand bond en avant. Et ces deux expériences ont été très coûteuses à la Chine. Mais le problème, c'est qu'il a posé les bases de la discipline. En somme, vous donnez raison à ceux qui pensent que pour des pays comme le Cameroun, il faut une démocratie disciplinée. Il faut une discipline. Il faut de la discipline, tout simplement. Vous ne pouvez pas aller loin. Donc, en d'autres termes, un peu d'autoritarisme. Ce n'est pas seulement un peu. Il faut de constructivisme. C'est un autoritarisme larvé quand même. Il faut du constructivisme. Parce que les médias existent à Singapour. Nous avons des journaux, nous avons des sites internet, nous avons un peu de tout, oui, un peu de tout, mais cette liberté est encadrée. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre la parole et de l'utiliser à l'encontre de la stratégie nationale. Encore faut-il donc construire une vision nationale. Encore faut-il donc qu'il y ait au préalable une vision, une stratégie, un cap vers même les revendications comme les ouvriers, nous allons. Les ouvriers des usines Renault, les ouvriers de Peugeot, les ouvriers de je ne sais pas quoi. Ces gens-là, il ne faut pas qu'on limite ça ici à Yaoundé ou à Douala ou à je sais pas, Bamako. Non, non, il ne faut pas imiter ce genre-là. La démocratie désordonnée. Nous n'avons pas encore un socle solide. Il ne faut pas imiter ce genre-là. On pourra peut-être arriver, mais pour l'instant, construisons d'abord la base. On achève donc avec la dernière recette. Vous avez vous-même construit la transition, la stabilité et la force. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans la force, nous voyons la poigne. Lee Kuan Yew, c'était un homme très charismatique et qui savait ce qu'il voulait et qui ne se laissait pas distraire et qui n'acceptait pas d'être distrait. Donc, dans la force, Lee Kuan Yew s'est arrangé pour que les Singapouriens deviennent les policiers les uns des autres. Donc, si vous allez à Singapour, vous allez vous rendre compte qu'il y a des patrouilles avec des policiers, mais aussi avec des civils. Les civils sont là pour aider la police. Donc, tout le monde est responsable de la sécurité de tout le monde. Tout le monde espionne tout le monde. Tout le monde surveille tout le monde, mais c'est pour protéger tout le monde. Donc, Singapour a acquis donc cette culture de l'espionnage permanent en vue d'avoir la discipline permanente. Donc, les caméras, il y en a partout. À la moindre occasion, on vient prendre les bandes, on analyse, on poursuit la personne qui est fautive. Et puis, vous savez, à Singapour, il y a une... C'est proche du voyeurisme, ça. Et à Singapour, il y a une politique judiciaire du châtiment public. Donc, des jeunes qui s'hasardent à taguer les véhicules, à vandaliser les immeubles des bâtiments publics. Lorsqu'on attrape les images dans les caméras de surveillance, ces vandales sont récupérés et sur la place publique, ils sont soumis à la fessée en plein 21e siècle. Aucune société ne peut avancer avec le désordre, avec le chaos. Chacun fait ce qu'il fait, chacun fait ce qu'il veut, et puis il n'y aura pas de miracle. D'ailleurs, les Américains s'en sont inspirés. Il y a une nouvelle sanction aux États-Unis, dans certains États américains, maintenant, on appelle l'humiliation publique. Voilà. Pour les petits délits, les petites contraventions, on vous met une plaque au cou, on vous place en plein carrefour pendant 2 heures. Moi, je souhaiterais que ça nous arrive ici. On est pour les grands détourneurs de fonds. C'est-à-dire, celui qui détourne le téléphone d'une femme au marché n'a fait du tort quand il y a une femme. On peut le bastonner rapidement. Là, mais celui qui détourne 200 millions, 1 milliard, attention, il fait du tort à tous les 23 millions de Camerounais. À des générations successives. Bon. Alors, dans ces conditions, celui-là, j'aimerais qu'on le fouette dans les stades publics. Quand il est bien convaincu d'avoir fait ça, que toi, quand tu prenais 3 milliards, toi, tu pensais que tu es qui dans ce pays pour prendre autant? Bon, on va te fesser devant ta femme, tes enfants et tout le village. Moi, je souhaiterais qu'on en arrive à ça en Afrique, pour aller vite dans la moralisation. Donc, il y avait ce souci de maintenir la paix à force d'autorité. Donc, et ça marchait parce que
de nombreux pays autour de Singapour ont connu de fortes contestations, notamment communistes. Mais Lee Kuan Yew a maîtrisé très vite les velléités communistes, de telle sorte qu'il a eu le temps d'instaurer un climat propice à l'investissement, propice à l'industrialisation, propice à l'innovation surtout, parce que Singapour est une économie très innovante. Donc, tous ces paradigmes, l'investissement, l'industrialisation, l'innovation, ne peuvent pas être compatibles avec un climat au sein duquel tout ce qui est aléatoire peut arriver. Ce n'était pas possible. Donc, la stabilité de Singapour peut aussi se mesurer au niveau des mœurs, au niveau de la moralité publique. Vous savez, à Singapour, puisque c'est géré comme une entreprise, le Premier ministre gagne 1 200 000 € par an. C'est son salaire. Son salaire est considérable parce qu'il s'agit de le mettre à l'abri de toute forme de tentation. Dans ces conditions... Par an ou par mois? Par an. 1 200 000 € par an. Okay. Donc, lorsque c'est 14 fois le salaire du président américain, même si c'est par an, c'est 14 fois. Alors que Singapour, c'est 720 km² et que les États-Unis, c'est une grande puissance économique. Donc, c'est 14 fois le salaire du président Trump. Donc, lorsque tout le monde, lorsqu'on s'arrange en amont, encore une fois en amont, pour que tout le monde ait un traitement digne, qui favorise l'expression de sa dignité, en aval, tous les écarts sont sanctionnés de façon exemplaire. De telle sorte que Singapour, c'est un pays presque propre. Pas de corruption, pas de vol, pas de trafic. Il y a des casinos qui se développent parce qu'on va attirer des touristes, mais tout se déroule dans les règles, dans le respect des règles de l'art. Donc, cette keep the country clean, qui était tellement une obsession pour Lee Kuan Yew, n'était pas observée dans les pays environnants, en Malaisie, en Thaïlande ou dans les Philippines. Ce sont des pays qui, lors de la crise économique de 1997, ont fait faillite en 2 mois. En moins de 2 mois. Mais Singapour n'a jamais connu la crise en 1997. Et il explique dans ses mémoires que c'est parce que Singapour était géré avec beaucoup de rigueur. De telle sorte que chaque franc était... Chaque utilisateur d'un franc singapourien était comptable devant ses actes, de ses actes devant l'ensemble du peuple. Donc, ces pays ont eu les Corées du Sud, la Thaïlande, tous ces pays ont souffert de cette crise d'échange en 1997. Et c'était l'occasion pour Lee Kuan Yew de les rappeler à plus de moralisation. Je finirai peut-être par une petite comparaison qu'il établit entre le salaire du Premier ministre singapourien et celui du Premier ministre de Malaisie. Il y avait un écart de près de 15, plus de 15 points. C'est-à-dire c'était un salaire multiplié peut-être par 15 dans les années 90. Ce n'était pas déjà important. Mais il faisait remarquer que, en plus du salaire, le Premier ministre malaisien avait de nombreux avantages. Et lui, il considérait que tout ce qui est avantage est de la corruption. Oui. Donc, tout ce qui est aléatoire, situé dans une zone grise. Oui, oui, et puis, oui. Lee Kuan Yew n'avait pas, tout à fait l'émission. Lee Kuan Yew n'avait pas de véhicule de fonction. Il n'avait pas de domicile. Notre article 2, là. Voilà. Il avait son salaire. Et sur la base de son salaire, il se trouve un logement, il s'achète un véhicule. Donc, on sait ce qu'il reçoit à la fin de chaque mois. Pas d'avantage. Pas de prime de quoi que ce soit. Il a ça pourrait inspirer. Oui, c'est le flou organisé. Quand je l'écoute, prof, je me dis, il dit tout ce qui vous a fait rêver en 82, finalement. Oui, quand j'ai fréquenté la Corée du Nord, oui. Et peut-être même aussi quand le nouveau président arrive. Oui, donc quand le nouveau président arrive, la moralisation. La rigueur, la moralisation, je croyais qu'on allait évoluer vers ce genre de prise en charge des fonctionnaires. En tout cas, vous n'aviez pas tort. La transparence totale, comme disait le regretté président Triumvir, la transparence totale. Mais il n'y a pas la confusion totale. Tu ne sais pas ce que un grand type gagne. Les avantages de l'article 2, les avantages en nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Donner le salaire à quelqu'un, un point, un trait, et c'est clair. Et nous sommes tellement nombreux qu'il ne faut pas donner les avantages, 2 avantages à une seule personne. Parce que pour moi, comme on prend dans les textes théoriques,
d'Aristote et des autres philosophes de la politique, la gouvernance consiste à rendre les gens heureux. C'est le principe numéro 1. Donc je pense pour moi que quand on a des gens à gérer, il faut faire un effort de rendre heureux le plus possible, au lieu de rendre malheureux le plus possible. Alors quand vous prenez les avantages, vous les accumulez sur une seule tête. Et alors qu'il y a des têtes valables qui n'ont zéro avantage et qui soutiennent pourtant le même régime, il y a une grosse injustice. Il y a une grosse injustice en matière de gouvernance de la part des régimes qui donnent 3, 4, 5 avantages à une personne. À une personne, alors que des personnes de même niveau croupissent dans la misère. C'est le système. Ça ne se justifie pas le cumul. Aucune justification technocratique. Il n'y en a aucune. Sauf si on admet que nous sommes dans le néo-féodalisme, c'est-à-dire que nous sommes revenus à la gestion moyenâgeuse dans laquelle il y avait des seigneurs qui ne travaillaient pas et ils étaient peu nombreux. Et qui asservissaient les Voilà, et qui asservissaient l'ensemble de la société. On en est peut-être là. On en est là parce que la transparence que demandait Mitterrand à la Baule, la transparence n'est pas, au contraire, nous cultivons le flou. Un bonhomme reçoit une nomination, tous les avantages en nature. Tu sais que c'est quoi? La voiture, le bon de carburant, la nourriture à la maison, la voiture de course. Ça veut dire quoi tout ça dans un pays pauvre? C'est le flou artistique. Mais c'est inspiré de la culture occidentale, il me semble. C'est le flou artistique. C'est le cas en France et un peu partout ailleurs. Bon, disons la gestion des ressources, la gestion des ressources publiques à la française est un peu tributaire du retard que le pays a pris pour sortir du féodalisme, parce que de nombreux sociologues continuent de penser que la France n'a pas encore totalement fait le deuil du féodalisme et que les grandes écoles, les pratiques seigneuriales, tout à fait, les grandes écoles, cette spécificité française reste un trait, c'est-à-dire une résurgence de la mentalité féodale au sein de laquelle il y avait une élite, une toute petite poignée qui avait la lumière et qui avait tous les avantages. C'est peut-être pour ça que la culture française a fait un bon matching avec la culture africaine. Puisqu'il y avait bien des chefferies chez nous, la féodalité n'est pas une importation. La féodalité a été dans nos environnements. La féodalité a été une réalité historique dans toutes les sociétés à un moment donné de leur évolution. Donc la féodalité n'est pas le propre de la société occidentale. Tout à fait. Songhai, Mali. Oui. Donc, l'administrateur colonial est venu s'appuyer sur la chefferie traditionnelle. Donc le défi, c'était de transformer les mentalités féodales et d'en faire des mentalités de la compétition. Or, les mentalités de la compétition s'accommodent mal des faveurs, des honneurs, des privilèges pour les uns et des fardeaux, des devoirs pour les autres. Il y a donc le principe de l'égalité pour tous. La Révolution française a cherché à supprimer les privilèges. Voilà. Pendant la Révolution... Peut-être qu'ils sont restés, mais ils sont larvés. Oui, c'est-à-dire d'où la pratique des petits privilèges, c'est-à-dire que ceux qui ont confisqué la Révolution ont tenu à liquider certains principes du féodalisme, mais en ont reconduit d'autres qu'ils ont maquillés autrement. Et nous avons hérité de cela, nous sortons de l'émission, prof. Non, je voulais quand même dire quelque chose. Les seuls qui ont essayé de remettre l'Afrique sur les rails, on les a liquidés. On a liquidé Lumumba, on a liquidé Sankara, qui avait l'attitude singapourienne, n'est-ce pas, la simplicité. On a liquidé Kadhafi, qui voulait mettre tout le monde à l'aise. Chacun une maison, une télé, un frigo, de façon évolutive. Peut-être on a presque liquidé Moussa Dadis Camara aussi, qui avait une philosophie analogue à celle-là, mais bon, peut-être un peu tapageuse, mais... Je crois qu'il ne faut pas désespérer parce que nous avons des difficultés, nous avons une situation conjoncturelle internationale et la convoitise qui pèse sur l'Afrique en tant que continent des ressources, pourvoyeuse de ressources naturelles, ne nous donne pas l'occasion de dormir. Il nous faut faire une veille de tous les instants pour identifier nos marges de manœuvre, pour travailler à faire grandir au sein de la société des leaders. Pourquoi nous parlons de Lee Kuan Yew? Nous parlons de Lee Kuan Yew parce que peut-être Vox Africa certainement voudrait inspirer les jeunes qui demain auront une responsabilité à accomplir au sein de la société
camerounaises, maliennes, nigérianes, congolaises, ivoiriennes, et j'en passe. Donc ces jeunes, ce que je pourrais dire en définitive, c'est que ces jeunes n'ont pas besoin d'attendre d'être président de la République. Il y en aura très peu qui seront présidents de la République. Sur 34 ans, nous en avons eu un seul. Donc, par contre, ils peuvent travailler à être des leaders là où ils sont, en ce qu'ils font. Donc, et qu'est-ce qu'un leader? Un leader, c'est celui qui a une vision et qui veut travailler pour que cette vision se concrétise aux yeux de tout le monde. Donc, il faut donc que les jeunes s'inspirent des grands leaders tels que Lee Kuan Yew, qu'ils lisent l'histoire de Lee Kuan Yew et que le moment venu, s'ils ont la possibilité de faire un plaidoyer pour que Lee Kuan Yew soit inscrit au programme scolaire, que ces recettes qui ont produit un résultat concret et palpable, admirable, ces recettes soient inscrites au programme et inspirent les nouvelles générations. Parce que la situation que nous avons aujourd'hui en Afrique, c'est une situation triste, mais elle est appelée à évoluer à condition que nous prenions nos responsabilités en main. C'est le propos de fin, en quelque sorte. On ne peut rien y ajouter, il ne me reste plus. Non, je ne peux rien ajouter. Je dis seulement que nous avons pris le modèle occidental pour être autonome. Il faut avoir la flexibilité du coup. Vous savez que l'Afrique ressemble à une tête qui regarde l'Asie. Mais alors, à force de s'être retenu pour regarder l'Occident, nous avons attrapé ce que j'ai appelé le torticolis culturel. Alors, il faut qu'on reprenne notre flexibilité, qu'on regarde à gauche et qu'on regarde aussi à droite. Surtout en Asie, les gens étaient de même niveau culturel que nous. Ils devaient être nos meilleurs amis et nos meilleurs inspirateurs. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur. Au torticolis culturel. Excusez-moi, chers téléspectateurs, c'est sur cette autre trouvaille du professeur Hubert Bono-Diana, après le mapartisme et bien d'autres choses encore, que nous allons nous séparer. Merci encore, professeur. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et que Dieu vous continue à vous inspirer, à vous donner la force pour cette Afrique, pour cette jeunesse que vous formez, que vous avez toujours formée. Voilà le résultat de cette formation, ce brillant Africain, Dr Simon John, qui n'a de cesse de travailler à cette veille dont il parlait. Et l'étudiant du professeur. Et l'étudiant du professeur, justement, à l'université de Yaoundé 1. Merci à vous. On va peut-être résumer les 5 recettes. Le pragmatisme, l'exemplarité du leader, l'égalité de tous, la préférence de la discipline à la démocratie, et puis finalement, la stabilité et la force. C'est un enrichissement qui sait. Ça a été pratiqué par Lee Kuan Yew. Et ces 2 ouvrages, en fait, ce sont les 2 tomes de son testament, Lee Kuan Yew. Vous ne perdez rien à essayer de les commander, à les retrouver pour les lire. J'ai la chance de les avoir, je ne me prive pas. C'est très intéressant, puisqu'on me prête. Peut-être qu'on ne me prête pas, ne sait-on jamais. Puisque certains me voient président, peut-être que ça m'inspirera, professeur, si j'y arrive. Merci encore à tous de nous avoir écoutés. Vous avez l'âge de Macron, hein? Je vous encourage. Acteur de macronisme. Merci de cet encouragement. Et on se retrouve très prochainement dans Vox Live, à la même heure, avec encore et encore des intelligences africaines. Merci de nous avoir écoutés et à plus.